Bienvenue au Bulletin des régions. Au cours de la prochaine heure, vous verrez des reportages qui vous parviendront de partout au Québec grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Au sommaire, cette semaine, dans Vaudreuil-Soulanges, les députés du Bloc rencontrent les médias locaux sur les impacts de la loi C-18. À Rivière-au-Renard, les crevettiers sont inquiets pour l'avenir de leur pêche. À Baie-Saint-Paul, des maisons ancestrales devront être détruites à la suite des inondations du 1er mai dernier. Dans le Bas-Saint-Laurent, un recours judiciaire pour sauver la circonscription d'Avignon-Lamitis-Matapédia-Matane. À Berthierville, on souligne la Semaine mondiale de l'allaitement. À Montjoly, 3 auteurs lancent le recueil de nouvelles « Ce que je sais des berges ». À Mont-Tremblant, une télévision communautaire propose une télé-réalité de survie en forêt. Mais auparavant, on va se rendre à Québec pour parler d'itinérance invisible. Charles Laviolette de CJSR s'est en effet rendu au sommet municipal sur l'itinérance et s'est entretenu de ce sujet avec le comédien Jean-Marie Lapointe et avec le maire de Saint-Raymond, M. Claude Duplain. Vendredi, le 15 septembre dernier, se tenait à Québec le sommet municipal sur l'itinérance organisé par l'UMQ. Un récent rapport du ministère de la Santé révèle que le nombre de personnes vivant dans une situation d'itinérance a augmenté de 44 % au Québec depuis 2018. Il y aurait environ 10 000 personnes en situation d'itinérance au Québec et le phénomène d'itinérance invisible serait en hausse dans plusieurs régions rurales. Nous nous sommes entretenus avec le cinéaste Jean-Marie Lapointe ainsi qu'avec Claude Duplain, maire de Saint-Raymond. Tous deux espèrent que leurs concitoyens s'éveillent face à un problème croissant dans notre société. Un sommet sur l'itinérance, c'est pas pour que toi, comme citoyen, tu dormes en paix. On veut pas gagner ta paix d'esprit, puis que tu dormes en paix, puis que tu sois heureux, là. Parce que ça voudrait dire, on va te l'enlever de ta vue, on va déplacer le problème, comme ça, tu vas penser qu'il est réglé, puis il n'existe plus. Aujourd'hui, la mission, c'est de trouver des solutions, puis un plan d'action pour que les statistiques arrêtent d'augmenter, puis qu'on renverse la vapeur. C'est ça aujourd'hui, là. Dans la société, on fait partie de la problématique, il faut faire partie de la solution. Donc, il faut se responsabiliser là-dedans, là. Il ne faut pas juste péter ça dans la cour de l'autre en disant « Ah, je pense pas que je peux faire une différence. » Mais non, tu es un être humain. Tu es capable de faire quelque chose. Tu es sûr que tu peux... Moi, je crois qu'on peut faire une petite différence, même dans des gestes très, très, très minimes. C'est la différence que tu côtoies qui te fait grandir. C'était la même chose avec les personnes handicapées, c'est la même chose avec les gens en situation d'itinérance, des gens qui ont toutes sortes de problématiques. Quand tu découvres la réalité que ces gens-là vivent au quotidien, tu n'es plus dans le jugement, tu es touché. C'est pour ça que je dis, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Mon message aurait pu se résumer en une seule phrase. Ne cessez jamais d'être touché. Ne cessez jamais d'être touché. Parce que quand tu es touché, tu vas faire l'extra pour faire la différence. Quand tu es touché, tu vas dire « OK, je comprends pourquoi il faut que je t'aide, je vais le faire. » Depuis l'an 2000, je voyage beaucoup à Ottawa et Montréal. L'itinérance, OK, est invisible. Et là, tu la voyais sur le bord des rues. Puis je me souviens toujours de m'être dit, on est chanceux comme à Saint-Raymond de ne pas être obligé de vivre avec l'itinérance et on n'a pas ça, donc dans ma tête, c'est moins de gens qui sont malheureux, qui n'ont pas de logement ou qui ne savent pas quoi faire. Et là, depuis quelques années, puis c'est très peu, on voit de plus en plus l'itinérance. À Saint-Raymond, on ne parle pas d'itinérant, on ne la voit pas. L'itinérance cachée, par contre, il y en a. Ça va nous frapper à un moment donné, et moi, je veux être prêt. C'est pour ça que j'en parle à mes collègues maires de la MRC, pour dire qu'il faut aujourd'hui s'en occuper, se renseigner. Parce que le problème, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas c'est quoi l'itinérance. J'étais au sommet de l'itinérance le vendredi dernier à la Ville de Québec. Et j'en ai appris beaucoup. Je pense que les maires, on doit se renseigner. Le maire de Normandin qui nous dit qu'il y a 2 ans, il ne voyait rien de ça. Aujourd'hui, c'est concret ce qu'il voit. 3 dossiers très importants que je veux m'adresser avant que les problèmes arrivent, c'est le logement,
c'est l'itinérance et l'intégration des immigrants, des nouveaux arrivants. Mais ces choses-là, il faut s'en occuper tout de suite. Il faut se renseigner pour pouvoir aller chercher ce que les autres villes ont pu faire pour pouvoir les appliquer chez nous. On est à l'heure et on est en plein dedans. Ça me confirme qu'il faut se préparer à certaines choses. On n'est peut-être pas si loin que de ça ici. Hein? Et le manque de loyers, puis les loyers de plus en plus chers, sont un fléau aujourd'hui au Québec. Là. Les villes ne sont pas équipées pour l'instant pour affronter ce qui est logement, ce qui est itinérance, ce qui est immigration. Quand je parle d'immigration, là, il faut bien se comprendre, ce n'est pas l'immigration qui est un problème. L'immigration n'est pas un problème. C'est l'intégration des immigrants. Et ça, il faut faire attention encore là. Pour moi, l'intégration, je pourrais parler d'intégration des Québécois. Parce que quand vous avez un immigrant, quelqu'un qui arrive ici du Cameroun, oui, il a à s'adapter au Québec, mais on a à s'adapter à sa façon de penser aussi. On n'a pas les villes, on n'est pas équipés aujourd'hui pour faire ça. C'est pas les villes qui peuvent construire tous les logements qui manquent. Ça prend des promoteurs, il faut aider les promoteurs. Construire le logement à Saint-Raymond est le même prix qu'à Québec. Le logement que vous allez louer à Québec à 1500 $, ici, là, si vous dépassez le 1100 $, c'est maximum. Il faut s'asseoir avec le gouvernement. Il ne faut pas que les programmes soient de mur à mur. La ville et le monde rural, c'est deux choses différentes. Et ça, il faut que les fonctionnaires le comprennent pour que les programmes soient adaptés par rapport au monde rural. Chantal Bédard de C'est sur la télé était à la rencontre organisée par les députés du Bloc québécois avec les médias locaux de Vaudreuil-Soulanges pour parler de la loi C-18. On écoute son reportage. Le 30 août dernier, la députée de Salaberry-sur-Roi, Claude de Bellefeuille, et le député de Drummond, Martin Champoux, ont tenu une conférence de presse en compagnie des directions des médias locaux afin de dénoncer le blocage de la compagnie Meta suite à l'adoption de la loi C-18 par le gouvernement fédéral obligeant les géants du Web à payer une redevance aux entreprises d'information. Aujourd'hui, dans le fond, va circuler un texte, puis on va envoyer à toutes les municipalités aussi. Une déclaration commune de plusieurs médias de votre circonscription. En quoi consiste exactement cette déclaration? En fait, je pense que c'est un tour de force qui exprime bien l'urgence de la situation, c'est-à-dire que tous les propriétaires de médias régionaux, locaux, qu'ils soient numériques ou plus traditionnels, se sont unis aujourd'hui pour s'entendre sur un texte, pour crier, dans le fond, l'urgence pour dénoncer Meta, de ne pas être capable on n'est plus capable de partager nos nouvelles. Donc, c'est une urgence. Puis pour dire aux citoyens, on aime nos médias locaux, régionaux, il faut maintenir notre amour pour eux en allant directement sur leur page. Que je parlais avec des gens en fin de semaine, des artistes, qu'on a couvert un vernissage, des artistes qui ne peuvent pas nécessairement se payer une publicité. Puis eux, leur plateforme Facebook, c'est un incontournable. Ils ne peuvent plus partager nos reportages. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, eux, c'est leur modèle d'affaires en tant que petit organisme communautaire. Donc, oui, c'est pas une fatalité que Facebook bloque les nouvelles, mais c'est une fatalité pour les petits organismes communautaires du territoire. Avoir eu la chance de participer à cette table de discussion avec les propriétaires des médias locaux, ça démontre toute l'urgence de la situation. C'est tout l'écosystème qui va être touché, que ce soit les organismes communautaires, le milieu artistique, le milieu municipal, le milieu provincial, le milieu fédéral. Donc, cette réunion-là était extrêmement importante. Alors, ma part là-dedans, comme députée, c'est d'utiliser tous mes outils que je possède comme députée, comme mes publications parlementaires, mon franc postal, tout ce que je possède comme moyen d'atteindre les électeurs, d'atteindre les citoyens pour les informer de la situation et surtout leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils maintiennent leur lien avec leurs médias locaux et régionaux. Qu'est-ce qui arrive quand il n'y a plus d'informations sur un réseau social? Qu'est-ce qui arrive dans notre société?
Mais je te dirais que c'est une atteinte à notre démocratie. Parce que, dans le fond, les gens, quand on regarde notre Facebook, là, on a envie de savoir ce qui se passe chez nous. T'sais, on va mettre en lumière ce problème-là. Alors, il faut dire aux gens, continuez de lire, de consommer tout ce qui se fait par les bons journalistes de nos médias locaux et régionaux. Et si vous voulez continuer de consulter les reportages de votre télévision communautaire, il faudra dorénavant le faire ailleurs que sur Facebook. Rendez-vous sur cetsur.tv. Marc Hébert de Télégaspé discute de l'importance baisse du stock de crevettes avec le capitaine Vincent Dupuis de Rivière-au-Nord. Nous avons eu l'occasion de discuter avec Vincent Dupuis, capitaine et propriétaire d'un bateau de pêche spécialisé dans la capture de crevettes. Il nous partage son expérience et celle de son équipe face à la préoccupante diminution des crevettes dans le golfe du Saint-Laurent. Non, là, j'ai arrêté la pêche. Okay. Moi, j'ai arrêté. Il y en a quelques-uns qui pêchent encore. On est beaucoup qui est arrêté. Puis, ce qui se passe, c'est que ça va mal. On est en train de... les scientifiques du MPO, de l'IML, ont fait une nouvelle approche de précaution parce que l'approche de précaution qu'on avait est supposément plus bonne. Fallait intégrer les réchauffements climatiques, puis intégrer d'autres choses, puis enlever des choses qui étaient plus bonnes, puis qui fait qu'actuellement, tu vois, on a rencontré les scientifiques, le scientifique d'IML la semaine passée, oui, lundi passé, puis il nous a proposé 4 nouvelles approches de précaution pour qu'on choisisse laquelle est la meilleure pour nous autres. Là. Puis ça va se faire au comité consultatif du début novembre. D'accord. Mais là, il les a présentés à un groupe restreint. On était un groupe restreint qui préparait la nouvelle approche de précaution. Le 25 octobre, il va la présenter à ses pairs, puis il va la présenter officiellement à tous les pêcheurs au comité consultatif début novembre. Une approche de précaution, ça veut dire que c'est comme des pistes de solutions différentes que vous pouvez choisir pour pouvoir continuer ou pas, c'est ça? Non, c'est les règles de gestion de la pêche, je pourrais te dire en d'autres mots. Ah, okay. C'est avec ces règlements-là qu'on va calculer les TAC. C'est comme une méthode de calcul qui va nous dire l'année prochaine, on a quoi comme TAC total autorisé là, à prendre. C'est quoi qui va justifier les quotas de l'année prochaine? D'une saison à l'autre, on a toujours des règles de décision. Là. On a une approche de précaution qui nous guide, qui dit comment calculer les TAC de l'an prochain. À toutes les saisons ou aux 2 ans. Là. Dernièrement, c'est aux 2 ans. Mais on se sert de ces règles-là. Sauf que les règles ont été comme... Ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas été modifiées. Ils sont désuètes. On a été obligé de les modifier. Là, on avait un comité restreint qui travaillait là-dessus avec les scientifiques d'IML. Puis on en est venu à... Puis ça marche toujours de même quand tu prépares les nouvelles règles. Parce que vous autres, toi, sur le terrain, concrètement, tu as été obligé d'arrêter avant ta fin de saison? J'ai arrêté fin août parce qu'il n'y a pas assez de crevettes. Puis le fioul est plus cher que la crevette. Puis c'est pas rentable. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu voyais venir, ça, depuis déjà un bout? Ou c'est Oui. Ouais. Ça fait un petit bout qu'on voit ça venir. Sauf que nous autres, les pêcheurs, on est habitués à avoir des bonnes années puis des mauvaises, des hauts et des bas, on pourrait dire. On a toujours travaillé un peu en dents de scie, sauf que quelque chose qui nous a comme dérangé, pas dérangé, mais qui nous a peut-être, comment je te dirais bien, quelque chose qui nous a peut-être induit en erreur, si on veut. Là. Nous autres, quand on voit de la petite crevette, là, tu sais, c'est du recrutement pour nous autres. Là. Bon, du recrutement, quand il y a de la petite crevette, ça veut dire que dans 4 ans, cette crevette-là va être bonne à mettre sur le marché. Ça veut dire que s'il y a des bébés, ça veut dire que si ça va mal cette année, là, il y a des bébés, ça veut dire que ça va se replacer. Plus qu'il y a de petites, plus qu'il y a de recrutement, meilleur c'est. Sauf que les dernières années, on a eu une baisse. Ça baisse tout le temps, mais il y a tout le temps un peu de recrutement qui fait que on se dit ça va se replacer, puis bon. Mais on a tout le temps espoir, sauf que le Sébastien mange beaucoup de crevettes, puis ça a changé la donne. Quand même qu'il y avait du recrutement,
Tu vois, nous autres, cette année, on avait 14 500 tonnes dans le golfe à pêcher. Tu sais, tous les pêcheurs de Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, puis de Québec. Les scientifiques nous disent que le sébasse mange 215 000 tonnes par année. Fait que ça te donne une idée que même si on arrête la pêche, actuellement, là, cette année, tu sais, on n'a pas pris. On prendra. Fin août, on avait 14 500 tonnes de prix. 4 500 tonnes, excuse, sur 14. Ça fait qu'on ne prendra pas notre quota, mais par contre, le sébasse mange beaucoup de crevettes, puis ça a biaisé, c'est ça qui a fait que ça nous est arrivé là, plus rapide que normal, puis que prévu, tu sais, si on veut. Toi, t'en attrapais aussi du sébasse, tu le voyais dans tes filets? Oui, on en prend du sébasse, oui. Est-ce que c'est parce que quelqu'un m'avait déjà dit que les bateaux de pêcheurs de crevettes étaient ceux qui étaient le plus adaptés à pouvoir se transformer facilement pour si jamais il fallait pêcher du sébasse? Ou tu penses quoi de cette histoire de changer vos navires ou de les adapter pour pêcher du sébaste à la place de la crevette? C'est quelque chose qui est faisable, c'est réaliste, ça? Oui. On est la flotte la plus facilement adaptable, là, le moins coûteux. Tu sais, c'est une pêche que je fais avec un chalutier comme j'ai, c'est juste qu'on change nos filets. On change nos filets, puis quelques petites modifications sur le pont du bateau. C'est quand même, on est la flotte la plus propice, là, si on veut. Là, ça nous coûtera moins cher que de bâtir un bateau neuf ou modifié. Puis c'est pas tous les modèles de navires qui sont adaptés pour faire de la pêche au chalut. Tu sais. La pêche au filet moriant, ils n'ont pas des gros moteurs comme nous autres. Ils sont pas capables de tirer des chaluts comme nous autres. Donc en fait, après, si je comprends bien, après le 25 octobre, c'est quoi qui va se passer concrètement? C'est qui décide quoi, puis ça va donner suite à quoi? Ben, le 25 octobre, il va y avoir les scientifiques vont faire la revue par les pairs. C'est sur invitation. Nous autres, on va être invités. Mais après ça, aussitôt, là, NPO nous a dit le plus vite possible, ils sont en train de préparer des dates pour avoir un comité consultatif le plus vite possible, début novembre. Et ils essayent de nous organiser ça. Là. On n'a pas eu la date encore. Je sais que c'est dans les premières semaines de novembre, là, aussitôt qu'ils vont pouvoir booker une date. On se rencontre, les pêcheurs, avec les scientifiques qui vont nous expliquer l'état de situation de la biomasse. Puis, la nouvelle approche de précaution qu'on a faite, il faut en choisir un modèle. Tu sais, si je recule plusieurs années, quand on a fait l'ancienne approche de précaution, à un moment donné, ils nous ont arrivé avec 20 modèles. Tu sais, on a passé par élimination pour en retenir un. Là, actuellement, on en a éliminé, puis il nous en reste 4 au choix qu'on va pouvoir décider quel qu'on prend, puis ça va se faire au comité consultatif. À partir de là, ben là, on va savoir les TAC de l'an prochain. Toi, est-ce que tu te sens confiant quand même par rapport à ton expérience sur le terrain, tout ça, là? Ben, comme c'est là, je te cacherai pas que je te dirais que je te rassure à 90% qu'on ne pêche pas l'année prochaine. Peu importe le modèle qu'on va prendre, c'est en ligne que ce qu'on entend dire des scientifiques, puis ce qu'on voit quand on mesure un peu, là, puis qu'on voit la situation, c'est que l'année passée, ils ont fait des relevés. Les relevés étaient catastrophiques. Puis ceux-là de cette année sont pires. On n'a pas eu le résultat des relevés, mais on le sait qu'ils vont être pires. Parce qu'on pêche à côté du bateau qui fait des relevés, on le sait quand c'est pas bon. Là. Fait que si moi j'en prends, lui il va en prendre. Si j'en prends pas, il n'en prend pas. Mais on sait qu'il y a des zones où c'est qu'on prend la moitié de l'année passée, puis c'était déjà catastrophique l'an passé. Ça fait que on ne s'attend pas qu'il va y avoir de pêche l'année prochaine comme c'est là. Est-ce que des capitaines propriétaires comme ça, ils peuvent se permettre une année off? Ça peut-tu repartir une année suivante comme ça avec une année d'arrêt? Ou ça veut-tu dire qu'il y a des bateaux qui vont ne pas repartir du tout? Ça, c'est dur à dire, je ne le sais bien pas. Ça dépend des finances de chacun, j'imagine. Oui, mais tu sais, ça coûte cher. C'est pas ça, c'est parce que si tu arrêtes une année, là, les usines en fermement, là, ils perdent leurs employés, on est en pénurie de main-d'œuvre. Les gars vont aller voir ailleurs de l'ouvrage. Moi, sur mon bateau, les gars, je cherche déjà de l'ouvrage. L'année prochaine, même si la crevette rouvrirait, là, on a déjà des problèmes de main-d'œuvre. Ça fait que dans une pêche instable comme ça, on va avoir de la misère à se trouver des gars pour aller à la pêche. Puis les usines vont avoir de la misère à réouvrir parce qu'ils vont avoir de la misère à trouver du monde pour travailler. Tu sais.
Parce que si... c'est sûr que... ils peuvent toujours coller des Mexicains, comme ce qui se fait déjà actuellement, mais c'est pas évident. Là. Tu fermes pas de même un an, puis l'année d'ensuite, coller du monde pour redémarrer tout ça. Là. Un bateau comme le mien, là, redémarrer ça après un an arrêté, là, ça coûte une fortune parce que on travaille dans l'eau salée, tout est rouillé, tout faut faire un terrible d'entretien là-dessus. Lydia Duchesne de TVCO nous rapporte que certaines maisons ancestrales devront être démolies suite aux inondations du 1er mai dernier à Baie-Saint-Paul. On écoute son reportage. La rue Saint-Joseph reprend lentement vie depuis les inondations de mai passé à Baie-Saint-Paul. Cependant, certaines ancestrales ne pourront se remettre de cette épreuve, les dégâts étant trop grands et les coûts trop élevés pour les propriétaires déjà épuisés par le stress des événements. La valeur patrimoniale d'un bâtiment implique une reconstruction respectueuse des procédés de l'époque. Néanmoins, dans le cas d'une maison en zone inondable, la reconstruction devient quasi impossible, à moins de déplacer la maison sur un autre terrain ou d'enclencher une procédure complexe établie par le ministère de la Culture et des Communications. En février 2023, la Ville de Baie-Saint-Paul votait l'ajustement des règlements municipaux conformément au projet de loi 69, qui venait modifier la loi sur le patrimoine culturel et dicte la procédure en question. La loi 69, c'est une loi qui est provinciale, là, qui touche pas mal tout ce qui est en démolition et la protection du patrimoine culturel. On avait des règlements dans le passé là, à la Ville qui touchaient la démolition. Maintenant, là, le gouvernement du Québec là, a fait en sorte de renforcer le cadre législatif qui fait que c'est plus sévère. Et si votre maison là, date de 1945 ou avant, bien, ça rajoute encore là, des contraintes supplémentaires. Le comité consultatif d'urbanisme, maintenant, là, se doit d'être consulté lorsque le bâtiment là, qui est visé par une demande de démolition a une valeur patrimoniale. Une valeur patrimoniale, le bâtiment peut être classé là, selon le ministère de la Culture, il peut être cité selon la ville, ça peut aussi faire partie de l'inventaire là, patrimonial là, de la MRC, tout ça. Donc, c'est quand même assez large. Et ce que le règlement vient faire, c'est que le ministère de la Culture, maintenant, a le droit de s'opposer à une démolition. Lorsque quelqu'un va faire une demande de démolition à la Ville, ça va être un petit peu plus complexe. Donc, il y a un avis qui est publié. Par la suite, le service d'urbanisme va analyser le tout. Il y aura une analyse qui va être effectuée là, par le comité consultatif d'urbanisme si c'est patrimonial. Par la suite, c'est envoyé au comité de démolition. Le comité de démolition va rendre son verdict. Le conseil municipal a 30 jours pour casser la décision du comité de démolition et même la MRC a 90 jours là, par la suite pour, elle, casser la décision de la Ville. Donc, c'est la MRC même qui peut avoir le mot final, le conseil des maires. Et même le ministère de la Culture là, peut faire en sorte aussi là, de s'ingérer dans le processus là, et de casser la décision. Ainsi, le comité consultatif d'urbanisme de la Ville s'est vu octroyer le rôle de comité du patrimoine qui décidait le 14 septembre dernier de reporter la démolition du 50 rue Saint-Joseph suite aux communications reçues en réaction à l'avis de démolition. Malheureusement pour les maisons du 95 et du 124 de la même rue, une déconstruction a été votée par le même comité afin de récupérer un maximum de matériaux. Quant au 114, un acheteur potentiel pourrait encore sauver la résidence. Le maire de Baie-Saint-Paul, Michael Pilote, doit rencontrer le ministre de la Culture au courant des prochaines semaines. Un dossier à suivre qui pourrait avoir un impact majeur sur les cas de figure semblables partout au Québec. L'avocat gaspésien Alexis Deschênes s'oppose à la décision de la commission électorale d'abolir la circonscription d'Avignon-Lamitis-Matapédia.
Marc Baudouin de la TVC Matapédia s'entretient avec Maître Deschaines. On se souvient, le 16 juin dernier, la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales a officialisé l'abolition de la circonscription d'Avignon-Lamétis-Matane-Matapédia. L'avocat gaspésien Alexis Deschaines a entrepris un recours judiciaire pour invalider la disparition de la circonscription fédérale. J'ai le plaisir de le recevoir aujourd'hui. Bonjour, Maître Deschaines. Bonjour, M. Baudouin. Vous allez bien? Très bien, merci. Tout d'abord, pourquoi c'est important pour vous d'entreprendre cette démarche judiciaire? Parce que c'est pour moi un moment vraiment important de notre histoire. Je pense que depuis plusieurs décennies, ce qu'on vit dans l'Est du Québec, en Gaspésie, mais au Bas-Saint-Laurent également, c'est une lente dilution de notre poids politique à la Chambre des communes parce que il y a bien sûr une tendance à la hausse des populations dans les villes et du côté des régions, on n'a pas la même augmentation de population. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on perd des circonscriptions. Et à chaque décennie, il y a des recensements et par la suite des révisions et on nous propose souvent de nous enlever du poids politique à la Chambre des communes. Alors, je pense que c'est une perte de poids politique qui est inadmissible et que on est à un point où c'est vraiment important de mettre notre pied à terre parce que sinon, ce qu'on nous propose, c'est l'indifférence ou l'insignifiance, tout simplement, parce qu'on aura pour toute la Gaspésie, des îles de la Madeleine jusqu'à Matane, un seul député pour porter la voix de cette région. Je pense que c'est vraiment pas adéquat. Puis également, puis de façon très importante aussi, pour les citoyens, on doit pouvoir avoir accès à nos députés. Alors, la proposition qui est faite, imaginez, c'est un député là, fédéral qui aurait autant des citoyens représentés de Matane que de Gaspé, que de Sainte-Anne-des-Monts, que de Cap-aux-Meules aux îles de la Madeleine. Alors, on pense que ce qui est proposé là, c'est inadmissible et c'est pourquoi on veut tenter de convaincre un juge de la Cour fédérale d'annuler cette suppression de cette circonscription. En général, les procédures gouvernementales, c'est long. Alors, comment ça peut prendre de temps à renverser une décision comme celle-là? Parce que là, la décision a été adoptée, mais elle n'est pas encore effective. Elle va être effective dans quelques mois. Donc, ouais. Ça peut prendre combien de temps à renverser une décision comme celle-là? Bon, bien, au niveau des étapes, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, il y a eu un recensement, par la suite, une proposition qui a été faite par la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec. Et à l'automne 2022, donc, il y a eu des consultations. Par la suite, des députés ont soumis des oppositions. Et comme vous le mentionnez, en juin dernier, la Commission a remis son rapport final. Maintenant, la prochaine étape, c'est ce mois-ci, au mois de septembre 2023. Il y aura un décret qui va être publié, qui va normalement être publié au cours du mois de septembre et qui serait en vigueur dans les jours qui suivent. Ce décret-là va adopter la nouvelle carte électorale. Et si une élection est déclenchée plus de 7 mois après la publication de ce décret, c'est la nouvelle carte électorale qui va être en application. Alors nous, notre recours qu'on a entrepris, c'est au courant de l'été devant la Cour fédérale et on demande d'annuler cette modification de la carte électorale. Combien de temps que ça va prendre avant d'être entendu, on ne le sait pas. D'expérience, on peut dire qu'on devrait avoir une date d'audition d'ici 6 à 12 mois. C'est ce qu'on pense, et ce sera devant la Cour fédérale, dont le siège là, pour cette partie-ci est à Québec. C'est quand même une procédure qui va être quand même longue. C'est quoi les différentes étapes pour se rendre, pour se rendre là? Oui. Alors, la première étape, c'était le dépôt de notre procédure. Donc, on a déposé un avis de demande. C'est une demande de contrôle judiciaire. Dans le fond, ce qu'on demande à la Cour fédérale, c'est d'annuler la proposition de la Commission de représentation électorale. Et on a eu maintenant des comparutions des avocats. Donc, le gouvernement du Canada va se défendre, bien évidemment. Et également, il y a un avocat pour Élections Canada qui est présent. Alors, les prochaines étapes, il y a quelques procédures qui peuvent arriver en cours de route, mais disons de façon simple, la prochaine étape, c'est l'audition.
lors de l'audition, ce sera surtout plutôt des arguments en droit qui seront soumis. Alors, de notre côté, on va tenter de convaincre un juge que la commission a commis des erreurs en droit en ne suivant pas la propre loi qu'il devait suivre et qui prévoit qu'on doit tenir compte, avoir un souci, faire en sorte que la circonscription ne soit pas trop vaste. Alors, nous, on pense que ce critère-là a mal été sous-pesé par les commissaires. On va également plaider qu'il y avait dans la loi la possibilité de recourir à une exception sur la base de circonstances extraordinaires et que cette exception-là avait été mise de l'avant par la même commission en 2012. À ce moment-là, on avait dit, c'est exceptionnel la géographie qu'il y a là, dans l'Est du Québec, alors on va permettre à des circonscriptions d'avoir un peu moins de population, ce qui est permis par la loi. Et nous, on va soumettre que de ne pas recourir à cette exception-là, c'était une erreur de droit. Ensuite, on va aussi tenter de convaincre le juge que les commissaires ont commis des erreurs dans leur interprétation des faits. Notamment, dans leur rapport final, ils parlent du déclin démographique. Alors, on le sait, dans l'Est du Québec, puis plus précisément à Gaspésie, le déclin a été inversé au courant des dernières années. Il s'est passé des choses et au courant de la dernière année seulement, à Gaspésie, la population a augmenté de plus de 1300 habitants. Alors, la Cour suprême a déjà dit, dans le renvoi de principe, que des prévisions démographiques peuvent être utilisées pour déroger à la règle et permettre à une circonscription d'avoir moins de population. Donc ça, ce sont grosso modo certains des arguments qu'on va soumettre devant la Cour fédérale. Bien entendu, le gouvernement du Canada va défendre la proposition de la commission et ce qui va arriver, c'est que par la suite, le juge va prendre une décision. Alors nous, on va faire tout ce qu'on peut pour convaincre le juge d'annuler la disparition d'Avignon, la Métis, Matane, la Matapédia, mais bien évidemment, c'est le juge qui va décider. Donc, et vous n'êtes pas tout seul dans cette démarche-là? Vous avez des collaborateurs? Oui, alors moi, j'agis à titre de demandeur dans ce dossier-là. Donc, je suis avocat de profession et l'idée du recours m'est venue lors d'une représentation devant la commission à Gaspé en septembre dernier. Mais donc, dans ce cas-ci, là, j'agis comme demandeur. C'est moi la personne physique. Donc, la cause s'appelle Alexis Deschênes et Droit collectif Québec contre le procureur général du Canada. C'est l'avocat maître François Bouliane de Québec qui exerce plusieurs recours en litige constitutionnel qui nous représente. Et il y a l'organisme Droit collectif Québec, qui est un organisme pan-québécois et qui vise à défendre les droits collectifs des Québécois. Alors, cet organisme-là a accepté de se joindre à nous et de faire partie des demandeurs. Et soyez certains aussi que je suis sûr que beaucoup de la population de la Matapédia qui est derrière vous, on était pas mal en majorité contre justement cette abolition-là. Oui. Alors pour vous, c'est quoi la prochaine? Oui. Il y a des maires, justement, M. Beaudoin, qui ont dit publiquement la semaine dernière ou la semaine d'avant qu'ils étaient d'accord avec notre procédure. Mais vous savez, lors des consultations, tous les élus régionaux sont allés signifier leur opposition en disant qu'on comprend le principe de la parité, qu'il faut à peu près qu'il y ait le même nombre d'électeurs par circonscription, mais la loi prévoit aussi qu'on réconcilie ces deux réalités-là. Donc, il faut qu'il y ait une parité, à peu près le même nombre d'électeurs, avec une marge, mais il faut aussi qu'on puisse avoir accès à un député. Puis il faut que les citoyens donc puissent faire entendre leur grief aux députés. Et ce qu'on pense, c'est que la loi, présentement, a mal été appliquée là-dedans. Et en effet, on sent qu'on a un appui dans la population et c'est tant mieux. Oui, il y a vraiment eu une belle mobilisation là, lors des consultations publiques. En terminant, là, pour vous, là, c'est quoi la prochaine étape? Bien, on attend de voir le décret qui devrait normalement être publié ce mois-ci, au mois de septembre. Alors, on va surveiller le décret et à ce moment-là, bien, on va analyser nos recours face à ce décret-là. Est-ce qu'on peut prendre une autre procédure? Quels sont les critères applicables? Quelles sont nos chances de succès? C'est ce qu'on va analyser là, au cours du mois de septembre. Parfait. Alexis Deschênes, avocat, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite du succès dans vos démarches. Merci beaucoup, M. Beaudoin, pour votre intérêt. Bonne journée. Merci. Rappelons qu'avec l'abolition de la circonscription d'Avignon, la Métis, Matane, Matapédia, la Matapédia se retrouve dans la nouvelle circonscription de Rimouski, la Matapédia.
Daniel Yvon de CTRB a rencontré Émilie Chagnon de Nourrissources pour discuter de la Semaine mondiale de l'allaitement qui aura lieu du 1er au 7 octobre prochain. Parler de Nourrissources parce que c'est un organisme qui promouvoit, qui motive concernant l'allaitement. C'est bien ça, l'allaitement maternel. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de qu'est-ce que la fédération, où vous êtes situé, là, c'est quoi les prémices de cette organisation-là? Oui, certainement. Donc, la fédération, comme vous dites, on est un organisme qui vient en aide et qui soutient les familles allaitantes. La fédération est également là pour soutenir ces 9 régionales. Donc, on est 9 régionales partout au travers du Québec. Comme par exemple la Nodière, Laurentides, Montréal, Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc juste pour nommer ceux-là, donc on regroupe 9 régionales. Comment ça fonctionne un petit peu? Oui, bien dans le fond, nos marraines, c'est des mamans comme moi. Donc moi, j'ai commencé comme ça, je suis marraine d'allaitement depuis 4 ans. Donc, après 6 mois d'allaitement de ma première fille, je suis devenue bénévole dans l'organisme et dans le secteur de la Haute-Yamaska, on reçoit des demandes, des formulaires et puis on prend la maman sous notre aile, comme on dit. Donc, c'est un soutien téléphonique, par courriel ou par texto, jamais en personne. C'est vraiment, on est là par téléphone. Et puis, quand la maman a des problématiques ou besoin de soutien, donc on est là pour les diriger, les aider. On a des ressources également, on peut les aider vers une UBCLC, donc une consultante en lactation lorsque il y a des problèmes plus élevés. On est vraiment là pour les encadrer et faire en sorte que l'allaitement soit une réussite pour elles. Plus les mamans sont informées avant même d'accoucher et plus le taux de réussite de l'allaitement va être en hausse, ça c'est bien évidemment. Donc, dès que maman est enceinte, vers les 36 semaines, 37, ils peuvent venir demander une marraine d'allaitement de sorte que dès la naissance, à l'accouchement, la marraine d'allaitement va être là automatiquement là, pour l'aider dès les premiers pas. Et c'est prouvé, les études ont démontré que dès qu'ils ont un soutien dès la naissance, le taux de réussite n'est qu'en hausse. Là. On est en période inflationniste, donc le fait d'allaiter est une façon de s'en sortir aussi quand tu as un bébé en termes de coût. Mais on pourrait parler aussi un peu des autres bienfaits, là, que ce soit la protection d'anticorps, la santé de la mère. Il y a plein de choses qui est bénéfique là, pour un enfant quand on allaite. Oui, ben oui, c'est sûr que c'est totalement gratuit. Donc, le lait, vous le fournissez vous-même. Et puis, il faut faire confiance à notre corps. Et justement, dès la naissance, donc on a le petit colostrum, ce lait si riche et si épais, donc dès la naissance. Et puis, on a la montée laiteuse, donc le lait commence à se former et il varie tout au long de l'âge de l'enfant. Donc, votre lait, quand le bébé a un mois, ne sera pas composé des mêmes nutriments. Qui va être plus riche dans certains nutriments, moins dans l'autre, versus rendu à, par exemple, 8 mois, les aliments vont tous être là, vont juste contrebalancer selon l'âge de l'enfant. Donc, vous avez tout se fait naturellement. Maintenant, on se parle aujourd'hui parce que c'est important. La semaine prochaine, à partir du 29-30, il y a des activités de mobilisation, on pourrait dire, qui vont se passer un petit peu dans la province. Et c'est une semaine mondiale. C'est ça, vous me disiez, une semaine nord-américaine de l'allaitement là pour favoriser, pour promouvoir ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de qu'est-ce qu'on s'attend pour la semaine, là? Oui, donc c'est la SMAM, c'est-à-dire la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Donc ici en Amérique du Nord, c'est mondial, ce mouvement-là, mais ici en Amérique du Nord, on la fête la 40e semaine de chaque année. Donc cette année, ça donne du 1er au 7 octobre. Et durant cette semaine-là, donc l'organisme, au travers partout de ces régionales, organise certains événements. La fédération, par exemple, fait un défi allaitement le 29 septembre. Et puis, les régionales, dépendamment des secteurs, donc je sais qu'ici en Montérégie, on a le défi allaitement à Granby le 30 septembre, en Estrie, Magog, Sherbrooke aussi. Donc, vous pouvez aller visiter la Fédération de ressources, le calendrier, par exemple, sur Facebook ou sur le site Internet, il se trouve. C'est rempli d'événements, justement, pour soutenir. Il y a des bons prix de présence dans tous les événements. Mon Dieu, les mamans. Est-ce que ça se passe en Zoom? Comment ça va se passer concrètement? Une maman qui allaite, qui n'a jamais été faite partie peut-être des groupes d'allaitement ou elle peut participer, mais comment elle peut s'inscrire? Comment ça fonctionne?
Oui, par exemple, la Fédération, elle, le fait virtuellement, donc le 29 septembre. Vous pouvez aller sur le site web, tous les détails sont là ou sur la page Facebook Fédération Nos Ressources. Ça sera en Zoom. Et puis, donc, à 13h d'ailleurs. Et puis, oui, pas besoin de faire partie ou d'avoir une marraine d'allaitement. Vous pouvez faire partie de ce bel événement-là. Il va y avoir une belle conférence tenue par une infirmière, une BCLC et des prix de présence. Et puis, après ça, bien, c'est selon votre région. Allez voir le calendrier pour savoir dans quel secteur vous vous situez, puis voir s'il y a un événement en personne, comme par exemple ici à Granby, on le fait en personne, des prix de présence sur place, des collations, des gâteries. On invite les gens à aller sur votre site Internet, Nos Ressources. Vous pouvez aller sur Facebook, vous inscrire, future maman, aller chercher peut-être une marraine d'allaitement, aller chercher des informations. Sinon, ben, participer en grand nombre à cette belle activité. Oui, c'est exact. Donc, nosressources.org pour le site Internet, des pages Facebook Fédération Nos Ressources, et vous allez trouver votre région pour les événements. Bon, ben merci beaucoup. Bonne chance. Merci à vous. Bonne journée. Marc Després de Télémétis a assisté au lancement, à Montjoly, du recueil de nouvelles « Ce que je sais des berges » par les éditions Pleine Lune. Alors, je me retrouve avec une représentante des éditions Pleine Lune. Est-ce que c'est une compagnie qui existe depuis longtemps? Depuis 1979. En fait, la maison existe depuis 1975. Donc, on va fêter nos 50e anniversaire en 2025. Et on est la première maison d'édition de femmes en fiction, en littérature au Québec. Et vous êtes situé à quel endroit? On est à la Chine, près de Montréal. Qu'est-ce qui vous a amené à Montjoly aujourd'hui? Bien, Montjoly, c'est le recueil, ce que je sais, des berges. Et dans le fond, c'est un manuscrit que j'ai reçu. Et tout de suite, j'étais vraiment emportée, ravie. Et on a décidé donc de publier ce recueil de 3 auteurs qui sont de la région, de Rimouski, et puis Sainte-Luce. Et puis, c'est aussi une région qu'on adore. Et à ce moment-là, sûrement que vous recevez plusieurs propositions par année. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir celui-ci? C'est la qualité de l'écriture, l'intensité des textes, l'imaginaire, la précision. On voit tout le travail d'écriture. C'est comme un cadeau pour une éditrice quand on reçoit un manuscrit aussi parfait que celui-là. C'est la première fois que vous publiez des gens de la région? De la région, je dirais oui. Oui. Ah ben, on avait publié aussi une fois, il y a assez longtemps, une poète de Baie des Sables. Et à ce moment-là, donc, vous avez reçu cette proposition de texte et qu'est-ce qui vous a charmé? Je dirais que c'est cette qualité. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est le lieu. C'est de voir comment le territoire, le lieu, le fleuve change l'imaginaire, comment ça nous marque. Et je trouve que les autrices de ce recueil, les 3, Valérie, Joanie et puis Camille, ont réussi à créer un univers, mais à partir du lieu. On ne se rend pas compte comment le lieu marque notre imaginaire. La couleur, les odeurs, le soleil, la mer, le varech, tout ça, ça fait partie en fait de notre culture et d'arriver à le transmettre en littérature, c'est fabuleux. Et ce soir, donc, on était aussi en présence de musiciens. Donc, le fait d'entendre les textes avec de la musique, ça vous a plu? Oh oui, énormément. Et ça, c'est comme un plus, quoi. Un plus sur les textes. C'était vraiment bien pour... Et puis, on est très heureux de faire ça ici, à Montjoly, au CLAC. D'ailleurs, on a des auteurs avec le CLAC qui vont être au thé littéraire, dont Danielle Dubé, qui a écrit Les Anges de Sarajevo, qui vient, elle, du Lac-Saint-Jean et qui va venir pour le thé littéraire, donc cet été. Alors, et la région, ben, c'est vraiment une région aussi, je dirais. C'est la région, disons, originaire de mon compagnon. Et puis, on a une maison depuis 20 ans à Baie des Sables.
Donc, l'été. Donc, on connaît... On fait une pierre deux coups. C'est ça, oui, oui. Alors, quand on dit joindre l'utile à l'agréable. C'est ça, et donc on participe au Salon de Rimouski, et puis donc c'est l'utile à l'agréable, et puis c'est comme aussi une façon de s'enraciner aussi, pas seulement d'où on est à la Chine, mais aussi on s'enracine au bord du fleuve. Donc, pour vous, les femmes de la région, les autrices de la région sont des autrices audacieuses et qui ont beaucoup de talent? Oui, audacieuses et qui ont aussi c'est assez unique de créer, dans le fond, à partir de dire on choisit un lieu, on travaille, comme là, c'est la Pointe-aux-Anglais, l'île au Massacre, la Grève, on imagine des univers, des vies, et je trouve que ça, c'est audacieux. C'est aussi s'ancrer. S'ancrer dans le territoire où on est. Et ça, c'est une force culturelle importante. C'était sûrement pas la première fois que vous travailliez là, avec le CLAC. Là. Non, non, non. Et c'est, je trouve, Julie Boivin, entre autres, que je connais plus. C'est vraiment des gens pleins d'activités et très généreux, très accueillants. Je suis très ravie d'être ici, vraiment. Et pour une maison d'édition comme la vôtre qui se distingue en plus de cela, bien, sûrement que c'est important d'avoir un tel organisme en région. Absolument, parce que c'est ça qui relaye, dans le fond, la culture. Je veux dire, comme la librairie aussi, tout ça, c'est comme une chaîne. Et puis, ça nous fait à la fois créer des liens humains et en même temps, c'est bon pour la littérature. Ouais. Donc, heureuse d'être venue aujourd'hui? Oui, absolument, tout à fait. Est-ce qu'on pourrait réavoir d'autres événements éventuellement? Mais pourquoi pas? Oui, j'en rêve. Oui. Et est-ce qu'il y a des belles surprises à venir avec votre maison d'édition bien? Là, on a quand même une surprise dernièrement. Deux surprises. Dernièrement, il y a un roman qui a été publié chez nous qui vient d'être publié chez Gallimard dans la collection Folio. Donc, une collection prestigieuse, on est ravis de ça. Et cet automne, on publie un roman d'une originaire du Vietnam. Et c'est sur un peu les conséquences de la guerre, les séquelles de la guerre laissées chez les gens en dehors des combats. Là, et ça se répercute sur une vie entière, pas seulement quand la guerre est finie, les gens sont marqués. Alors ça, c'est un roman aussi qu'on a à cœur pour l'automne. Donc, bien entendu, on a ici donc, la librairie Lis beaucoup, qui est très populaire. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent vous découvrir, on peut aller sur votre site Internet et aller par la suite à la bibliothèque. La librairie Lis beaucoup. Et puis, on espère aussi, avec la librairie, éventuellement faire des séances de dédicaces quand les auteurs sont de passage. Aussi, dans le cadre du Salon de Rimouski, les auteurs viennent ça. On vient chaque année au Salon du Rimouski. On ne fait pas tous les salons parce que c'est coûteux, mais disons Montréal, Québec et Rimouski, c'est évident qu'on est là chaque année. Et on vous trouve tout simplement sous le nom Les Éditions Pleine Lune, c'est ça? Oui, tout à fait. Bien, merci beaucoup et puis longue vie, donc bon 50e à l'avance. Merci beaucoup, merci. J'accueille maintenant Dean Brisson, qui est bien sûr le directeur général de TVCL, mais également le réalisateur de la série Survie en Forêt-Laurentide, une émission de télé-réalité. Dean Brisson, bonjour. Bonjour, Martin. Dean, qu'est-ce qui pousse une télévision communautaire à se lancer dans la télé-réalité? Moi, je vous dirais, Martin, que c'est probablement l'intérêt d'être plus près de notre communauté, puis d'offrir quelque chose aussi qui est intéressant, qui est pas comme d'habitude chez la traditionnelle télévision communautaire. On a voulu pousser les limites un peu et relever le défi qui était quand même pas une mince affaire. C'est une grosse équipe que vous avez dû mettre en place pour réussir à tourner cette série. Oui, bien, il y avait 5 caméramans, mais il y avait aussi des bénévoles,
qui nous ont aidés pendant 2 jours à transporter les équipements pour faire un camp de base. Ensuite, il y avait des bénévoles aussi pendant le tournage. Ça s'est fait avec une équipe d'environ 17 personnes. Et parlez-nous maintenant de vos concurrents. Qui s'inscrit et qui se rend disponible pour faire un épisode de Survie en forêt? Soit des gens qui sont déjà expérimentés en survie en forêt ou des gens qui ont l'intérêt de relever ce genre de défi-là en forêt. Pendant 4 jours, 3 nuits. Okay. Avec des 4 jours, 3 nuits en forêt, OK? Oui, avec des ressources très limitées au niveau nourriture. Et évidemment, on ne met pas leur vie en danger, on était sur place et tout ça, mais quel était le défi, justement? C'était de se tenir, de réussir à s'alimenter sans autres ressources? Ça tournait autour de quoi comme défi? Ben, les défis sont variés pendant la série, évidemment. Là, il y a le premier défi de se construire un abri, le deuxième de se partir un feu, et ensuite, c'est toutes sortes de défis, épreuves qui ont rapport avec la survie en forêt. Nos candidats, ben, eux autres, ils viennent d'un peu partout dans les Laurentides, il y en a même de Laval, Montréal, qui se sont inscrits. Il y avait 27 candidats qui se sont inscrits. On a réduit ça à 9 et ensuite à 7 parce qu'un couple qui s'est désisté, mais on a fait avec et on a réuni finalement 3 équipes, 2 équipes de garçons puis une équipe de filles. À quoi ça ressemble comme série? Vous avez plusieurs épisodes de prévus. Donnez-nous des avant-goûts un peu de ce qui s'en vient comme série de télé-réalité chez vous, oui? Dans les premiers épisodes, on rencontre les candidats, évidemment, mais dès le 4e épisode, c'est là qu'on fait les équipes et ça part, si on veut. Fait que c'est typique d'une télé-réalité. Tu pourrais pas dire la différence entre une ou autre télé-réalité qui existe en ce moment. Pour une télé communautaire, c'est une première, évidemment, mais il n'y a pas de défi surmontable comme ça sans équipe. Là. Tu sais, je tiens vraiment à le dire que c'est l'équipe qui a réussi à faire ça ensemble avec une passion. Non seulement les concurrents avaient une passion pour le bois, la nature, apprendre, mais aussi l'équipe avait un doute sur la faisabilité de ça, mais à un moment donné, ils ont réalisé que là, c'est vrai, puis ça existe, puis ça fonctionne. L'équipe a été extraordinaire, c'est donné, les concurrents se sont donnés. Il y a des témoignages extraordinaires que vous allez découvrir qui viennent des différents concurrents, évidemment, aventuriers qu'on les appelle, nous. Oui. Et c'est très, très, très touchant de voir. Il y a un monsieur, là, Martin, là, de 72 ans qui s'est inscrit. Sa famille, il a dit... Un des participants. Oui. Gilbert, 72 ans, OK. Oui, on le découvre là, dans la 3e épisode. C'est un monsieur qui voulait relever le défi depuis plusieurs années. Il a réussi à convaincre. Il l'a fait par son propre gré, mais tout le monde lui disait « Fais pas ça, ça n'a pas de bon sens à ton âge. » Puis lui, ça faisait longtemps qu'il voulait faire une expérience comme ça. Puis il l'a fait. Je vous réserve quelques surprises, là, mais Gilbert, c'est vraiment un coup de cœur pour moi parce que c'était le plus vieux. Puis il a suivi la parade, il a fait tous les défis. Justement, parlons de la parade. Là. Vous avez donc tourné 4 jours, 3 nuits. Et tout ça va nous donner combien d'épisodes de télé-réalité? Là? Comment ça se met? Maintenant que vous rentrez ça dans la machine à montage et tout ça, on s'en va vers quoi comme série à peu près? Qu'est-ce que ça donne en bout de ligne? 24 épisodes environ, je dirais, moi, grosso modo. Là, oui, parce que chaque jour... C'est beaucoup, 24 épisodes. Jeux. Oui, parce qu'il y a chaque jour a 3 jeux. Et chaque nuit... il y a du contenu. On a laissé des GoPros aux concurrents, comme une bonne télé-réalité, et ils se sont filmés, ils se sont livrés. Et là, Martin, c'est très difficile de... Tu as du contenu très intéressant. C'est beaucoup d'heures de tournage, mais ça va faire quasiment 2 saisons. Dean Brisson, vous avez offert également cette série à d'autres télévisions communautaires au Québec. Combien de télévisions diffusent actuellement votre émission de télé-réalité? Présentement, 5 télés communautaires diffusent la série Survie en forêt Laurentide.
très honoré de ça. C'est la première fois que la TVCL se fait rediffuser, si on veut. C'est une grande première pour l'équipe, pour la TVCL et même pour le monde des télés communautaires. Là, on voit que c'est réalisable avec une équipe et des bénévoles. Ça se fait, tu sais. Bien, là-dessus, félicitations, Dean Brisson. Et puis, on a bien hâte de voir votre série Survie en Forêt-Laurentide. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Martin. Merci à vous, à toute l'équipe. Alors voilà, c'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. On espère que ça vous a plu. Je remercie toutes les télévisions communautaires autonomes qui ont participé à cette édition et je vous dis à la prochaine.